dire. Alors, on va essayer. Donc merci de. Je vais le tenir, ça sera plus simple. Merci de m'accueillir ce soir. C'est vrai que la salle, la Société académique d'architecture de Lyon a évidemment une importance dans le travail que j'ai pu faire sur François Rostagna. Je pourrais revenir sur ce point. Merci du coup à votre président. Merci à Bernard Couder qui a été un petit peu l'éclaireur puisqu'il est venu me voir parce qu'on est dans le même club Rotary. Et d'ailleurs, je remercie mes amis rotariens d'être là. Me poser la question si j'accepterais de faire une conférence pour la salle, et évidemment que oui, c'est un plaisir. J'ai pu assister à d'anciennes conférences que vous avez organisées, toujours avec passion. Et merci aussi beaucoup à Daniel Pagès qui a coordonné vraiment l'organisation de ce soir. Donc, l'idée, en effet, c'est de parler de François Rostagna un peu sur sa vie, mais surtout sur son œuvre, parce qu'en fait, sa vie personnelle, il y a finalement assez peu d'informations. On donnera quelques dates notamment, mais c'est vrai que ce qui est marquant dans son fond, c'est évidemment son travail en tant qu'architecte. Alors, il a lancé une dynastie d'architectes, puisqu'il a eu donc ensuite un fils, André, qui a été architecte, et puis un petit-fils qu'il ne va pas connaître, qui est Paul Rostagna, qui est décédé, je crois, plutôt récemment, qui a fait donc aussi une œuvre assez importante sur l'agglomération lyonnaise. Et François Rostagna, en fait, si vous voulez, je connaissais ses œuvres comme ça en balade urbaine, et quand il a fallu travailler donc un mémoire de recherche, j'ai vu qu'il y avait un fonds qui était conséquent, et qui était donc à l'époque complètement en la possession donc de la Société académique. Et il y a eu à ce moment-là en fait la volonté que ce fonds repose donc aux archives municipales, et on était en plein recollement, je crois que c'est le terme qui est utilisé. Et j'ai eu un très bon échange avec Madame Noël Chiron-Doré, qui a été très très importante dans l'accès à ce fonds, et je tiens vraiment à la remercier, la saluer. J'ai appris qu'elle était décédée il y a déjà aussi quelques années, et je tiens vraiment à lui rendre hommage ce soir, parce qu'elle a été vraiment très importante dans cet accès au fonds, où j'ai pu travailler donc sur déjà toute la découverte en termes de volume. C'est assez impressionnant, et on va voir notamment, ce soir on en parlait, des planches extraordinaires, puisque François Rostagna, c'est avant tout un dessinateur extraordinaire. On a des planches qui sont exceptionnelles, qui se retranscrivent évidemment maintenant dans la réalité avec ses œuvres, mais je pense que la plupart des planches qu'on va voir ce soir vont vous faire rêver, notamment pour les œuvres qui ont été détruites, puisque c'est un architecte qui est encore très présent à Lyon, mais qui a été aussi beaucoup détruit au cours du XXe siècle, et notamment dans ses réalisations d'hôtels particuliers. Donc François Rostagna, si vous voulez, donc pour vous montrer un peu un portrait, donc 1848-1925, il a traversé donc toute la fin du 19e, et c'est vraiment pour le coup un architecte qui est autodidacte, qui s'est vraiment totalement créé, qui a été avec un parcours assez particulier, si on peut dire. Alors pas forcément particulier pour le 19e siècle, mais pour un petit peu le monde de l'architecture lyonnaise, puisqu'il est né en fait à la Tour du Pin. Donc c'est un Isérois, fier du Dauphiné. Et en fait il va venir sur Lyon, où il va intégrer en fait différents cabinets, des cabinets qui sont assez connus. Donc il va d'abord intégrer le cabinet de Turbet en 1863, où il va y avoir donc ensuite un cursus en parallèle qu'il va faire donc au Petit Collège de Lyon, où il va notamment à ce moment-là, par les cours du soir, vraiment améliorer son dessin.
Il va ensuite intégrer, et donc ça va peut-être plus aussi vous parler, le cabinet donc de Ferdinand Barqui, qui a été surtout un théoricien, où là il va acquérir vraiment de sérieuses connaissances en construction. Donc là il va l'intégrer en 1866. Et en 1877, c'est là où on va dire la carrière va bifurquer avec donc son association avec Benoît-Joseph Chatron, où il va vraiment devenir le bras droit, puisque Chatron va être vieillissant, il va avoir aussi des problèmes de santé, notamment une maladie au niveau de la vision, donc il va devoir être secondé, et c'est là où Rostagna va avoir vraiment une carte à jouer, puisqu'il va, au décès donc de Chatron, récupérer sa clientèle et son cabinet. Et ça va être un peu pour le coup le fils spirituel de Chatron, puisque il n'y a pas de descendants. C'est vrai qu'il y avait beaucoup cette dynastie qui se faisait déjà, hein, notamment si on prend les visuels, déjà des dynasties d'architectes qui se faisaient. Et donc, il y avait un peu ce côté, comme chez les notaires, de père en fils qui se faisait. Et donc là, Rostagna va avoir un peu cette opportunité de récupérer cette très belle clientèle, notamment lyonnaise. Et on en touchera quelques mots donc, sur une clientèle qui va le suivre et qui va lui faire confiance jusqu'à la fin de sa carrière, notamment avec des grands noms à la fois de la bourgeoisie d'affaires, d'industrie, et puis de la magistrature et aussi de l'aristocratie. Donc Chatron donc mort en 1882 et du coup Rostagna donc récupère l'agence en rachetant donc les parts à la veuve de Chatron, et l'agence va prendre à ce moment-là donc le nom de Rostagna. Et donc il va commencer à se démarquer avec des belles réalisations, des belles commandes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que François Rostagna, et c'est ce qui a été intéressant dans le mémoire de recherche, c'est que c'est un architecte d'architecture privée. Et il va être très présent auprès des familles, vraiment ce qu'on peut appeler ces architectes qui vont faire du château jusqu'à la tombe. Ça veut dire qu'il va avoir une commande très très diverse. On va le voir avec des typologies de l'architecture privée, donc l'immeuble de rapport, l'hôtel particulier, la maison-hôtel, les villas, les châteaux, les magasins, les usines, les bureaux et les tombeaux. Si on prend par exemple la famille Descours, pour laquelle il va énormément travailler, il va réaliser à la fois donc, le château, il va réaliser l'immeuble de rapport, notamment on le verra, celui de la place Ollier à côté de l'université actuellement Lyon 3, qui est Claude Bernard. Et il va faire jusqu'au tombeau de la famille Descours. Donc c'est vraiment un architecte à la fois global dans les commandes, dans les typologies, et on le verra, ce qu'on appelle l'architecte global dans le fait qu'il va travailler à la fois le gros œuvre et il va aller travailler quasiment jusque, on va le voir, sur le porte-serviette ou les poignées de porte. Donc c'est ça qui le rend absolument fascinant comme d'autres architectes de cette époque. Donc l'une de ses premières grandes réalisations que nous pourrons revoir sur la partie un peu plus immeuble de rapport que nous verrons tout à l'heure. L'idée, c'est de vous faire un peu une présentation de certaines réalisations un peu phares. Donc l'immeuble Duc, donc il va beaucoup travailler pour la famille Duc, qui est une famille assez connue à Lyon. Donc la réalisation de 1886-1887 qui se trouve donc aujourd'hui sur le quai Sarail, au numéro 13, donc là une très belle architecture en pierre de taille. Et ce qui est fascinant avec Rostagna, c'est qu'on va voir en effet son évolution, où il va être vraiment sur une architecture très classique, ce qu'on va appeler un peu l'éclectisme, hein, et il va se diriger tranquillement mais sûrement avec ses dernières réalisations sur l'art déco, et donc une évolution que d'autres architectes évidemment vont suivre sur la même période. Mais voilà, quand on mémorise donc l'immeuble Duc et que nous verrons tout à l'heure ses dernières réalisations, notamment l'immeuble Roche, qui est boulevard des Belges, on verra le chemin parcouru de l'architecte. Donc là, l'immeuble Rouge, pour le coup, qui est un immeuble un peu plus modeste, qui est aujourd'hui qui est rue Servian, où là on est sur des commandes vraiment de rapport. Donc les Rouges étaient une famille notamment de magistrature. L'immeuble Duc, donc à Montplaisir, qui est, je pense, connu par un grand nombre, qui fait face au Château Lumière, place Ambroise Courtois.
avec notamment son angle qui est très travaillé, donc avec la partie cheminée, avec ses briques émaillées et ses frises au niveau des forgets. Si on voit. Ensuite, l'ensemble d'Escours, qui est pour le coup une de ses œuvres les plus phares. Hein. On va s'y attarder un certain temps là-dessus tout à l'heure. Donc 1904-1905, qui est intéressante parce qu'elle va être un basculement en fait dans la commande de Rostania, puisque en fait le Descours père va décéder lors de la réalisation, et donc sa veuve va reprendre la commande et ça va chambouler, on le verra, les plans de distribution, notamment par rapport à l'héritage. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que Rostania va aller aussi sur des œuvres, et on le verra sur les parcelles, sur des œuvres qui vont être de plus en plus, je ne vais pas dire des projets de ville, mais il y a un véritable enjeu, puisque là on est sur une façade entière avec un îlot avec la cour intérieure, et donc ce qu'on peut appeler un peu un immeuble monument qui fait face au palais de l'université. Donc il fallait quand même avoir... évidemment, il ne fallait pas se louper pour ne pas avoir une mauvaise signature. Ensuite, il va avoir donc ça c'est assez intéressant puisqu'on parlait un petit peu de tout ce qui était imagé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a le lotissement Moncey sur lequel il a travaillé donc, en 1922, donc au début des années 20. Ça c'est un peu un rêve de se dire, mon Dieu, s'il avait vraiment été au bout du lotissement Moncey, donc sur toute la partie qui est rue Paul-Bert, cours de la Liberté, où il devait faire un nombre d'îlots assez important, ça représentait, je crois, quasiment 18 lots, ça aurait complètement changé la physionomie du quartier, et je pense que voilà, il y aurait peut-être aujourd'hui moins de problèmes à Guillotière s'il y avait eu le lotissement Moncey. Mais très grande qualité, et on voit là, voyez que l'architecture est en train de basculer en termes de style. Donc là, voyez, on voit notamment la distribution d'un immeuble, notamment sur la rue Pierre-Corneille. Et l'immeuble Roche, donc, qui est sa dernière réalisation en 1925. Donc, il est décédé, je crois, un mois après la livraison. Et il devait installer, en fait, on le voit en fait sur le haut, il devait installer donc son agence qui devait occuper le dernier niveau. Ensuite, il a fait donc des réalisations aussi de villas, d'hôtels particuliers, donc l'hôtel La Truffe en 1910. Alors ça, c'était une version qui avait été imaginée, mais qui n'a pas été réalisée, où il s'appuyait sur un peu cette nouvelle mode de ce qu'on appelait un peu les villas en éventail, qui avait été pas mal fait dans certaines créations de lotissements. Finalement, donc, il est parti sur quelque chose de beaucoup plus classique que nous verrons tout à l'heure. Donc là, voilà, vous voyez, c'était notamment un de ces modèles qui avait été fait. Donc l'éventail, une architecture un peu fantaisiste. Donc ça, c'était un modèle qui est pas de lui, hein, mais qui était apparu dans la construction lyonnaise, qui était pas mal sur la végétature. Et voilà, finalement, ça c'est l'œuvre qui a été faite pour la famille La Truffe, avec une extension, puisque la partie que nous voyons à gauche était la maison initiale, et donc l'extension le projet d'agrandissement qu'il a pu réaliser. C'est une villa qui est toujours debout, qui a été très très bien restaurée, qui est dans le 3e arrondissement. L'hôtel Rouchon, qui est magnifique, une œuvre exceptionnelle, qui a été réalisée en 1920, donc pour la famille Rouchon, et qui a connu une mort lente et douloureuse, puisque donc en fait il y avait une très grande parcelle. Il faut savoir qu'il se trouvait cours Albert Thomas, et qu'il a été en fait, alors pas démoli, mais une partie de son jardin a été lotie par l'ancienne clinique Jeanne d'Arc. Si vous visualisez, donc il a déjà été amputé d'une bonne partie donc, de ses annexes et de son jardin. Et le dernier coup de massue a été donné lorsque la clinique Jeanne d'Arc a elle-même été démolie et qu'ils ont fait un immeuble à la place, qui a le mérite d'exister, mais qui a surtout démoli cet hôtel Rouchon qui avait été pas mal abîmé. Donc on était très loin à la fin du dessin.
L'hôtel Nem, magnifique, qui se trouvait donc sur le boulevard de la Croix-Rousse, à l'emplacement actuellement de la résidence Saint-Bruno, pour ceux qui connaissent, donc sur la partie plutôt Saône du boulevard de la Croix-Rousse, et qui était déjà sur un ténement extrêmement important, et qui était là aussi donc une réalisation de 1921. Donc là, vous voyez, on arrive sur des réalisations qui commencent à toucher un peu cette transition entre l'art nouveau et l'art déco, notamment on le voit par le biais des ouvertures et des huisseries, qui a été démoli donc dans les années 80, et qui avait, notamment on le voit sur ces ferronneries, donc là totalement art déco. On se demande où sont parties finalement aussi toutes ces ferronneries, tout ça, peut-être qu'elles ont survécu, qu'elles sont ailleurs. Il faut en tout cas peut-être l'espérer. Et un vrai travail qui avait été fait, et nous le reverrons sur notamment la réalisation de l'hôtel, la maison hôtel Vibert, boulevard des Belges, un vrai travail qui était fait sur les maisons de gardiens, qui étaient traitées, donc c'était quasiment des villas, c'était des petites villas pour des maisons de gardiens. Voilà, il y avait un soin qui était accordé, qui était un soin très, très important. La maison hôtel Vibert, donc, que je viens de vous citer, donc 1906, qui est toujours debout, hein, qui est au 15 boulevard des Belges, qui est anciennement donc le boulevard du Nord, qui avait été fait donc pour François Vibert, et qui avait été ensuite terminé par Laurent Vibert, qui était donc ce qu'on peut appeler un peu les nouveaux riches, c'était les nouveaux industriels, avec notamment c'est eux qui avaient la propriété de la franchise française des lotions Pétrolane, et qui eux aussi donc on va revenir sur ce qu'on appelle les maisons hôtels, avec, on voit à gauche, vous voyez là aussi la maison de gardien. Maison hôtel Reynaud, donc là, vous voyez, en 1902, on est encore un peu plus ancien, qui se trouve toujours boulevard de la Croix-Rousse, qui est une réalisation. Donc là, en fait, les maisons hôtels, pour en toucher deux mots, on en parlera un peu plus tout à l'heure, c'était un mixte en fait entre hôtel particulier et dont le mot hôtel et maison, qui voulait dire en fait maison de rapport. Donc c'était un mixte assez courant à Lyon, mais aussi beaucoup à Paris, où en fait donc le propriétaire, le commanditaire avait ses accès privatifs et louait les appartements qui se trouvaient en étage. Donc là, la maison hôtel Reynaud, qui est toujours en très bon état, donc sur le boulevard de la Croix-Rousse. Donc ensuite, il a aussi travaillé les villas, comme je vous disais. Donc on a vu qu'il y avait l'immeuble Duc. Il a fait plusieurs immeubles Duc, donc celui des Brotteaux, celui de Montplaisir, et puis donc il a fait les villas qui étaient les villas de villégiature, de campagne si on peut dire, donc notamment la villa Duc d'Oulin, qui a été elle aussi détruite, qui était là aussi sur une commande assez classique, donc des années 1880. La Villa Rouge, donc vous voyez, on retrouve le nom tout à l'heure donc de la famille Rouge, donc là aussi une maison qui est toujours debout, qui se trouve à Oulin, qui a été pas mal remaniée, qui date de 1910, mais qui était aussi de ces villas un peu de villégiature. Et après, il a travaillé donc la typologie château, donc notamment le château de Saint-Sixte en Isère, qui était donc pour la famille Descours. Donc là aussi, très très belle œuvre qui, là aussi, le sort s'acharne, a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale à cause d'un incendie, qui était une œuvre néo-gothique, assez importante en termes de taille, avec un soin qui était aussi très, très important sur les communs. Donc là, on voit les anciennes écuries, qui, pour le coup, je crois, ont survécu. Je ne me suis jamais rendu sur place. Mais voilà, on est presque aussi sur des dimensions quasiment de maisons bourgeoises pour les écuries. Donc les Descours, là aussi, qui avaient cette commande de château, puisque les commanditaires avaient des commandes bien précises pour pouvoir établir leur légitimité sur la scène de la bourgeoisie lyonnaise. Vous voyez là aussi donc une photographie avant la destruction en 1944-1945. Je crois que c'était vraiment à la fin de la guerre qu'il a été détruit. Donc ça, c'était une photo donc des années 30.
Voilà un petit peu pour le diaporama, le premier diaporama que je voulais vous montrer. Tout. Et je vais prendre un autre. Hop. Et donc sur une première section. Hop. C'est en train de s'ouvrir. Où l'idée c'est de s'intéresser un peu plus à Lyon sur cette deuxième partie qui sera plus longue, donc notamment avec le mémoire que j'avais pu réaliser. Et je m'étais intéressé donc à la distribution notamment de ces œuvres, donc la distribution à la fois donc des parties communes et à la fois la distribution des appartements. La distribution, c'est quelque chose qui me passionne toujours, qui est intéressante, puisque la distribution, finalement, évolue de manière beaucoup plus lente que les façades, puisque les modes de vie sont évidemment beaucoup plus longs dans les modifications. Et ce qui m'intéressait en fait dans ce travail de recherche, c'était justement de voir l'évolution à la fois des distributions des parties communes, mais aussi des appartements, finalement, entre 1882, donc le moment où il va prendre les commandes de l'agence qui l'a racheté, où donc il est pleinement maître à bord, et 1925, qui est sa date de décès. C'est un architecte qui, du coup, a exercé jusqu'à son dernier souffle. Et du coup, voir sur ce laps de temps qui, finalement, est assez court, un peu moins de 50 ans, voir l'évolution qu'il y a pu avoir sur la distribution de ces œuvres, avec notamment la rupture qui a été très importante de la Première Guerre mondiale pour l'architecture, puisque c'est vraiment un coup de tonnerre qui a totalement révolutionné l'architecture. Et donc voir finalement sous différents aspects que je vais vous détailler, voir finalement ce qui a pu influencer cette distribution. Donc sans être trop long sur une introduction, c'est que la distribution, c'est quelque chose qui a énormément passionné les théoriciens de l'architecture, donc notamment au XVIIIe siècle et évidemment au XIXe siècle, avec notamment des théoriciens comme César Daly. Et en fait, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est par rapport aux commandes qu'il va faire. Donc là, ce que je vous propose, c'est de s'intéresser notamment aux immeubles de rapport et aux commandes notamment collectives. C'est-à-dire que je n'ai pas traité tout ce qui était hôtel particulier, villa, mais vraiment tout ce qui va être à la fois donc les immeubles de rapport et les maisons hôtels. Donc on voit que la commande de François Rostanea sur Lyon, elle est quand même assez concentrée. Elle est concentrée donc sur Montplaisir, sur le 6e arrondissement, sur le quartier préfecture, sur la Guillotière et sur Croix-Rousse. Donc on voit qu'il a travaillé sur les secteurs qui ont été en pleine expansion à la fin du 19e siècle, et notamment la rive gauche. Et c'est un architecte qui va avoir une commande de grande famille, donc on peut dire qu'il a travaillé pour le coup sur des programmes d'architecture privée, mais des programmes d'architecture privée prestigieux, avec des commandes où, j'ai envie de dire, ça n'a jamais vraiment manqué d'argent, et ce qui fait que ces commandes ont toujours été assez soignées. On va le voir à la fois sur les intérieurs et sur ces façades. Donc là, voilà des œuvres un petit peu que je vous ai montrées tout à l'heure, donc notamment l'ensemble des Secours et l'immeuble Duc, donc sur les quais du Rhône, qui étaient donc pour le coup en pleine possession, en pleine prise de possession des Lyonnais, notamment avec les quais hauts, puisque les quais, donc le Rhône venait d'être mis en protection avec donc des berges hautes en pierre, et du coup des constructions beaucoup plus prestigieuses qui ont pu prendre place à la fois donc sur les quais. Le quai des Brotteaux, le quai aux Gagneurs, le quai Claude Bernard, et qui étaient des lieux de promenade de la bourgeoisie. Donc là, notamment une carte postale sur le haut où on voit finalement donc la construction du pont, le pont des facultés, avec donc on voit le palais de l'université de Abraham Hirsch qui vient d'être terminé, et on voit que le programme des Secours n'a pas été encore réalisé. Donc il fallait terminer finalement cet îlot.
Donc là, on le voit en cours de finition, donc sur la place Ollier qui vient d'être elle aussi achevée. L'hôtel Maison Vibert, donc sur le boulevard des Belges, donc où finalement donc François Rostagna a pris la suite. On en parlait donc de l'architecte Curny qui avait commencé cette réalisation, et François Rostagna donc a pris la suite de ce projet sur le boulevard des Belges, qui lui aussi donc est en pleine réalisation avec l'édification donc sur les différentes parcelles donc qui se trouvaient donc sur les anciennes fortifications et qui ont été donc mises à la vente et qui sont limitrophes au parc de la Tête d'Or. Donc, vous voyez un programme assez prestigieux donc avec cette maison hôtel. Une partie donc plus après-guerre, donc avec là aussi sur le boulevard des Belges, avec l'immeuble Roche que nous avons vu tout à l'heure, sur l'une des dernières parcelles qui était encore disponible après la Première Guerre mondiale, où il va pouvoir faire donc sur cette parcelle d'angle un travail intéressant donc, que nous détaillerons tout à l'heure. Donc là voilà quelques cartes postales et photographies. Mon plaisir qui est aussi en plein essor donc avec la famille Lumière et l'installation de la famille Lumière et de la famille Winker qui vont donc s'allier avec des mariages. Et donc Mon Plaisir va connaître aussi une période assez faste avec donc ces familles qui vont s'implanter, qui vont implanter leur domicile à proximité donc de leurs usines, et donc un travail qui va être fait donc notamment autour de la place de Mon Plaisir, qui va devenir la place Ambroise Courtois, avec donc cet immeuble qui fait l'angle et qui a une place stratégique et qui malheureusement aujourd'hui souffre un peu sur ses façades d'huisserie assez bas de gamme, avec beaucoup de PVC qui se mettent et qui malheureusement font perdre un peu de cohérence à la façade de Rostagna. Voilà, donc là on distingue notamment sur cette partie basse où on voit en fait l'ancien hôtel particulier de la famille Winkel, qui a été démoli donc à la fin pendant les 30 Glorieuses par les deux programmes qui ont été faits sur le cours Albert Thomas, à la sortie notamment du métro, donc qui avait un hôtel particulier qui était donc juste à côté du Château Lumière qui est toujours existant, et à côté donc Château Lumière qui avait été construit par le père des frères Lumière, et les frères Lumière qui avaient leurs hôtels jumeaux particuliers qui ont été démolis aussi pour faire une résidence, là aussi une résidence de la fin des années 70. Voilà, donc le quartier préfecture qui a aussi été pas mal travaillé par François Rostagna, donc notamment avec cet immeuble rouge qui se trouve rue Servian. Et il a aussi, mais je crois que je ne l'ai pas forcément mis, il a beaucoup travaillé, François Rostagna aussi, sur des interventions, sur des immeubles existants, où donc il a fait des agrandissements, où il a pu aussi travailler les réaménagements intérieurs. Donc notamment Cours de la Liberté, il a travaillé en face de la préfecture un immeuble qui était déjà édifié, où il a pu retravailler un peu la façade de manière assez intéressante sur les balcons notamment, et aussi sur les parties communes. Mais le quartier préfecture qui lui aussi était en plein essor à la fin du 19e siècle, comme vous le savez. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'étude en fait des parcelles. François Rostagna, c'est quelqu'un qui a eu, c'est un architecte qui a eu la chance de travailler sur des parcelles très intéressantes. Des parcelles déjà plutôt généreuses, ce qui va du coup, je m'adresse aux architectes qui sont présents, c'est voilà, plus vous avez une parcelle, alors si vous avez une parcelle d'angle, si vous avez une parcelle de grande taille, évidemment, vous allez pouvoir faire un programme peut-être pas plus intéressant que sur une parcelle de moindre taille, mais on va être sur quelque chose qui va être généralement avec une dimension beaucoup plus importante pour, si vous êtes sur une façade d'alignement ou une façade d'angle, évidemment le traitement ne va pas être le même, et l'importance du rendu ne sera pas non plus avec les mêmes enjeux, notamment sur la place Ollier, où comme on l'a détaillé tout à l'heure, vous voyez, on a une emprise au sol qui est très importante, avec des façades qui vont devoir à la fois donc être présentes sur le quai Claude Bernard, la rue Cavenne et la place Ollier. Et nous verrons que sur l'ensemble des secours, justement,
les différents axes vont avoir une importance sur la distribution intérieure, puisque évidemment les appartements les plus prestigieux seront sur l'allée qui sera à l'angle du quai Claude Bernard et de la place Ollier, et les appartements un peu plus modestes seront sur la rue Cavenne et la place Ollier. Et ça, on va vraiment le voir sur les intérieurs des parties communes et des appartements. Il va pouvoir donc travailler donc des façades, des parcelles d'angle, hein, comme je vous le disais, notamment la parcelle donc de la famille Roche, rue de 16, boulevard des Belges, avec une parcelle aussi généreuse. La parcelle du boulevard des Belges qui était aussi très importante, hein, nous pouvons le voir, puisque, vous voyez, en comparaison, les parcelles qui sont limitrophes, globalement, François Vibert avait acheté 2 parcelles pour pouvoir en faire finalement qu'une à la Société des Villas, donc, qui commercialisait les parcelles. Il a acheté donc 2 parcelles pour pouvoir en former qu'une et faire un programme plus important et plus ambitieux, avec un bâti qui va vraiment être positionné au centre de la parcelle. Voilà, donc là je passe un petit peu rapidement, donc on en a parlé de la place Mon-Plaisir. Donc voilà, ensuite les commanditaires, donc, qui vont avoir une importance, comme on l'a vu. Donc là, bon, la famille Duc, la famille Vibert, donc là où je vous ai retrouvé une ancienne pub des lotions Pétrolane. Et donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les distributions, elles sont à la fois donc dépendantes d'une demande sociale, comme on a dit, mais elles vont être aussi dépendantes, la distribution, des réglementations et des innovations. Et à partir de là, grâce au plan notamment et au fonds Rostania, on voit que évidemment, il a énormément travaillé tout ce qui était confort de vie, innovation. Donc on peut le voir avec notamment tout ce qui va être les systèmes de chauffage, tout ce qui va être l'arrivée évidemment de l'eau, les sanitaires qui vont prendre aussi une importance de plus en plus importante, avec des salles de bain. Nous verrons notamment les salles de bain, l'importance qu'elles prenaient dans les plans de distribution, notamment de la maison Hôtel Vibert, où voilà, c'est plus seulement des cabinets de toilettes. François Rostania va beaucoup travailler en fait la salle de bain au sens que nous connaissons aujourd'hui. Avec au début, par exemple, aussi des fontaines qui étaient présentes. Donc, par exemple, la fontaine qui est dans un des appartements de l'immeuble Duc, aujourd'hui, qui est Sarail. La grande innovation qui va aussi révolutionner la distribution des parties communes, c'est l'ascenseur. On conserve de très, très beaux témoignages de cabines, toujours des cabines donc originelle, hein, de François Rostania, notamment à l'immeuble Roche, donc boulevard des Belges, ou celui-ci donc de la maison Hôtel Vibert, qui est toujours présente et qui a été modernisée au cours du XXe siècle. Donc il y a un vrai travail qui est fait sur les ascenseurs, sur les cabines, et à la fois sur les grilles que nous verrons tout à l'heure. Là, je vous en montre encore deux exemples. Vous voyez en haut donc les cabines d'ascenseur donc qui étaient présentes donc sur l'allée Place Ollier. Donc là, vous voyez, on est en 1904-1905, donc on est vraiment sur des programmes prestigieux, puisque l'ascenseur est déjà prévu, et une cabine pour le coup Art déco qu'il avait projeté pour l'immeuble Roche. Donc cabine qui est toujours existante à cette adresse du 98 boulevard des Belges. Donc là, bon, un exemple notamment des planches techniques. C'est vrai que le fonds Rostania, ce qui fait aussi son aspect précieux, c'est que en fait François Rostania, c'est un architecte qui a beaucoup conservé, mais qui a conservé à la fois des belles perspectives, comme on peut le voir depuis le début de la conférence, mais qui a gardé aussi pas mal finalement de planches techniques, alors qui n'ont pas forcément un intérêt visuel en tant que tel, mais qui ont un intérêt on peut dire scientifique intéressant, puisque ça nous permet de voir finalement des planches techniques d'ascenseurs, de systèmes de chauffage. Là, c'est vrai que je les ai pas forcément mis sur les diapos, mais notamment il y a tout aussi beaucoup de plans en fait sur des planchers. Et à partir de là, les différents systèmes de chauffage, avec notamment les calorifères qui étaient présents.
Donc en termes d'ascenseurs, notamment, il a beaucoup travaillé avec des entreprises, notamment Otis, Edu, qui étaient eux aussi donc un petit peu dans le début de l'ascenseur. Donc avec les premiers ascenseurs dataient globalement des années 1870, 1880. Et donc nous, Rostania, la première réalisation où il va utiliser l'ascenseur, pour le coup, c'est l'ensemble des secours, où là, donc, les 3 allées vont être dotées d'ascenseurs, même la plus modeste que je vous disais, qui était rue Cavenne. Alors, en ce qui concerne la distribution, si vous voulez, des parties communes, il va attacher donc une importance assez importante. Donc, typiquement, voilà, on prend, si vous voulez, donc l'une de ses premières œuvres en tant qu'architecte totalement indépendant au sein de son agence, donc qui est l'immeuble Duc, où là, pour le coup, il n'y avait pas d'ascenseur. Hein. Donc là, on est sur une réalisation de 1886. Donc là, vous avez l'entrée qui se fait donc sur l'ancien quai des Brotteaux. Et donc, il va faire tout simplement aussi une distribution des parties communes en fonction donc d'un triptyque qui est assez connu, qui va être notamment donc dans un premier temps la cour. Il va donc énormément travailler tout ce qui est cour et courette. Donc là, notamment sur l'immeuble Duc, ce qui est intéressant, donc c'est cette cour que nous voyons ici, qui va prendre donc une place très importante donc dans la distribution, on verra tout à l'heure, des appartements. Et donc il va toujours attacher un soin, François Rostania, donc à l'élégance de ses cours, parce que il y a notamment des pièces stratégiques qui restaient encore sur cour à l'époque, notamment la salle à manger. Et donc il fallait que les façades sur cour restent quand même agréables et que ça soit aussi des espaces qui soient aérés. On rentre totalement dans la période hygiéniste aussi, où donc il faut que ça soit aéré, il faut que ça soit lumineux. Et donc la cour du 13 quai des Brotteaux est déjà belle par sa forme, est belle par ses éléments de décor. Je ne sais pas si je vous ai mis une photo. Je ne vous ai pas mis de photo, mais la cour est très belle. Elle a été restaurée donc récemment. Et puis, à partir de là, il faut aussi qu'il travaille aussi les courettes. Donc les courettes, pour le coup, c'est quand même, comme son nom l'indique, donc des petites cours, beaucoup moins sexy, qui vont vraiment avoir là un rôle vraiment technique. Et vont généralement accueillir vraiment les pièces de service, notamment l'escalier de service. Vous voyez, donc l'escalier de service qui se trouve ici, donc avec les 2 courettes de chaque côté, avec notamment tout ce qui va être aussi lié aux chambres de domestiques, puisque à Lyon, et notamment dans l'œuvre de François Rostania, les chambres de domestiques se trouvaient beaucoup dans les appartements et non pas uniquement dans les parties greniers, sous comble, mais elles étaient intégrées aux appartements. Donc notamment, je pense, pour les domestiques qui avaient un rang peut-être supérieur, peut-être, vous voyez, tout ce qui va être gouvernante. Si on est sur des appartements plus modestes, peut-être la seule bonne qu'il pouvait y avoir à domicile. Et donc, c'est généralement donc, ces chambres de bonne qui vont donner sur les courettes. Notamment, on le voit sur... si je grossis un petit peu, sur l'immeuble Rouche, qui se trouve... Alors, je ne sais pas si j'arrive à zoomer, mais en gros, vous avez donc l'immeuble Rouge donc avec la rue Servian, et donc avec un système ensuite de l'allée qui va être faite là, avec une courette qui va permettre aussi de travailler, ce que je vous disais tout à l'heure, les parcelles qui sont des parcelles des fois très couloirs, très longues, et donc il faut arriver à donner des trous d'aération pour pouvoir faire un nombre de pièces suffisantes et répondre aussi au programme. Si on prend donc l'immeuble des cours, donc là on retrouve aussi le principe des cours que je vous disais, avec la cour qui va être assez importante donc pour les 3 allées, puisque vous avez donc l'allée sur le quai Claude Bernard, l'allée qui se trouve donc sur la place Ollier, et l'allée qui se trouve aussi sur la place Ollier, mais dont l'ensemble des appartements donne plutôt sur la rue Cavenne. Et donc, je vous ai signalé ici, vous voyez, l'arrivée aussi des ascenseurs, donc sur les parties communes, avec donc pour les 3 allées donc un ascenseur qui va s'intégrer donc aussi avec la montée d'escalier. Donc Rostania ne va absolument pas maltraiter les montées d'escalier. On va voir justement que avec la cour, il y a la montée d'escalier,
donc qui est le deuxième du triptyque. Montées d'escalier qui vont être dans la plupart des réalisations très soignées, notamment on va le voir avec des décors peints. Donc là voilà, bon là je vous ai aussi signalé sur le diapo du haut, donc l'ascenseur qui était aussi présent, donc là dans la dernière réalisation donc de l'immeuble Roche. Donc on a vu donc qu'il y avait donc la cour qui était importante donc dans la distribution des parties communes, la montée d'escalier, et il y a le dernier du triptyque qui est l'allée. Donc là, un terme lyonnais. Hein, quand on parle de l'allée à des personnes qui ne sont pas lyonnaises, ils nous demandent un petit peu de quoi on parle. Donc c'est le hall de l'immeuble. Et François Rostagna donc, va évidemment travailler l'allée de manière toujours soignée, même quels que soient les programmes. Et notamment, on le voit au travers des planches. Donc là, on a notamment envoyé donc, la coupe de l'allée donc, du 13 quai Claude Bernard. Donc là, si on est sur l'ensemble des secours. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de soigné. Et vous avez juste en dessous, je vous les ai mis sur le même, pour que vous puissiez voir la coupe de l'allée du 2 Place Ollier. Donc on est sur des inspirations qui sont différentes. Hein. On voit qu'on est ici sur quelque chose qui va beaucoup plus être faire des rappels plutôt sur l'architecture donc du 18e, avec une architecture plutôt des motifs plutôt Louis XV, Louis XVI, alors que nous allons être sur quelque chose d'un peu plus Louis XII, plutôt Renaissance, sur l'allée du 2 Place Ollier. Avec une coupe donc différente. Mais on voit pour le coup qu'il y a différentes étapes hein, dans l'allée. Donc il y a première étape qu'on peut appeler le premier sas. Et ensuite, on va petit à petit se diriger tranquillement vers la montée d'escalier. Et donc, il va y avoir un réel parcours dans l'œuvre de François Rostagna du moment où vous franchissez la première porte. Vous allez avoir ensuite tout un parcours, comme dans la plupart de ces commandes prestigieuses, qui va ensuite vous emmener jusqu'à l'appartement, donc avec la distribution ensuite qu'on verra des parties privatives, mais une théâtralisation qui commence à se faire parce qu'il veut répondre aussi à cette nouvelle clientèle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est une clientèle qu'on appelait à l'époque nouveau riche, qui elle a envie d'asseoir sa notoriété, d'asseoir aussi sa légitimité, et qui va être beaucoup plus dans la démonstration que les familles plus anciennes, qui étaient un peu, vous voyez, plutôt les familles de soyeux, où on était dans cette dimension plus discrète, à la fois des façades et à la fois des parties communes. Là, on est vraiment rentré avec Rostagna dans un peu l'exubérance des parties communes. Alors, c'est que c'est des fichiers un peu lourds. Je vais peut-être en fermer un. Il manque pas grand-chose, mais il manque l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir. Si je fais le 3. Là, c'est vrai que ça va être embêtant si vous n'avez pas la suite des visuels.
Là. Ah. Nouvelle fenêtre. Ah, hop, c'est bon. Merci. Hop. Alors, hop. J'essaie de vous le mettre en grand écran. Mais bon. Donc ensuite, si vous voulez, donc, on va travailler donc à la fois l'allée, la cour, la montée d'escalier. Et donc, qui dit montée d'escalier, on va évoquer évidemment les portes palières qui vont être très travaillées, qui vont avoir aussi une différenciation, comme tous les immeubles, si vous voulez, du 19e et globalement de la première partie du 20e siècle. Il va y avoir aussi une distinction entre les étages. Donc la hiérarchie verticale va s'opérer, donc va s'opérer aussi par les décors. Donc là, typiquement, on a des portes qui vont être plus ou moins travaillées. Là, on est sur des portes qui vont être néanmoins du premier jusqu'au 3e étage. Il va y avoir un travail qui va être fait aussi par rapport à une différenciation entre les portes d'entrée et les portes de service, donc la porte des maîtres et la porte des domestiques. Vous voyez, une porte de domestique, une porte de service, c'est beaucoup plus simple, hein. Elle va être beaucoup moins travaillée en termes d'ébénisterie. Là, quelques très intéressants que j'ai pu retrouver dans le fond, avec notamment le dessin des paliers, à la fois donc, de tout ce qui est revêtement au sol, où on voit la mention Pierre de Villebois, qui est mentionné avec le damier. Donc ça, c'est vrai que c'est des documents qui sont toujours intéressants. Donc là, du coup, j'ai pu vous... Voilà. Là, on a le dessin et là, on a le concret, donc aux 2 places Ollier, donc on voit la restitution. Donc il va travailler énormément la pierre, hein, sur les parties communes. Il va travailler aussi tout ce qui est mosaïque, hein, on le voit sur l'image de droite. Donc là, on est sur l'immeuble Duc qui est à Montplaisir, dont je vous ai montré la façade tout à l'heure. Donc qui est pour le coup vraiment un immeuble de rapport, avec, vous voyez, des portes qui sont des belles portes, mais qui pour le coup n'ont rien à voir avec des portes de programmes plus prestigieux, comme on a pu le voir donc à Place Ollier pour l'immeuble d'Escours, ou pour la famille Duc sur l'immeuble de famille qui est Quai Sarail. Donc il va y avoir ensuite, si on continue sur les paliers, on arrive évidemment donc à la partie notamment donc de la verrière, donc la verrière zénitale. Donc notamment, je vous ai mis cette verrière donc de la cage d'escalier, donc de l'immeuble rouge, donc qui est rue Servian, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces verrières, donc pour la plupart aussi, ont été condamnées ou ont été malmenées avec justement aussi l'arrivée des ascenseurs, et puis le fait que ça représente toujours un coût important pour les copropriétés quand il faut les changer. Mais pour l'époque, ça montre là aussi ce souci de faire des cages d'escalier à l'abri du froid, à l'abri évidemment des intempéries, donc des verrières qui vont laisser passer la lumière et qui vont là aussi être la démonstration de toutes les innovations que je vous évoquais tout à l'heure, avec les structures métalliques, hein, qu'on voit, structures métalliques et verre, qui vont faire que les verrières vont énormément se répandre sur la fin du 19e. Quelques photos donc là aussi des montées d'escalier, donc par le biais des extérieurs, donc avec notamment le travail, on parlait des verrières zénitales, mais aussi tout le travail qui va être fait aussi sur les vitraux, notamment donc sur les façades, donc à la fois Rouche et la façade notamment de l'immeuble d'Escours, où on voit à droite donc le travail des vitraux. Donc il va beaucoup travailler François Rostagna avec Sarrazin, avec évidemment les ateliers Bégule, Blanchon aussi. Et la plupart de ces vitraux ont été maintenus, hein, sur notamment les immeubles d'Escours. Ils ont été sauvegardés, ils sont plutôt en bon état d'ailleurs, et ils sont présents donc dans les 3 allées. Après, il va y avoir donc ce que je vous disais, donc les ascenseurs. Donc là, par exemple, deux cages d'ascenseur, pardon, donc notamment celle de gauche qui se trouve à la maison Hôtel Vibert, donc boulevard des Belges, et à droite celle du 3 Place Ollier qui a été maintenue. Celle du 2 Place Ollier, malheureusement, a subi les années
les années 70 avec une cabine, vous savez, en tôle métal opaque, bref, pas du tout, pas du tout esthétique. Et celle du 3 a été maintenue avec un vrai travail, vous voyez, de ferronnerie, avec pour le coup aussi l'intérieur, la cabine d'inspiration Louis XV qui a été elle aussi sauvegardée. Donc là, vous montrez aussi le travail qui a été fait dans les escaliers de service, puisque François Rostagna donc, a énormément travaillé les allées qui étaient visibles pour évidemment les maîtres, les commanditaires, mais aussi un vrai travail sur les escaliers de service, notamment l'escalier de service du 13 quai Sarail, donc qui a vraiment sa montée d'escalier. Et pour l'avoir vu, c'est comme si vous étiez en fait dans une montée d'escalier d'un immeuble de rapport classique. Donc c'est un escalier de service, mais qui a des dimensions d'escalier d'immeuble de rapport lambda lyonnais, dans ses proportions, avec notamment ce travail de verrière qu'on voit sur les côtés. Et là, l'escalier de service de la maison Hôtel Vibert, donc boulevard des Belges, avec donc notamment, je vous ai mis une coupe à droite pour que vous puissiez voir. Et en fait, il a énormément accordé d'importance à ces escaliers de service, et je trouve qu'ils sont très intéressants. Alors, les escaliers de maître sont très très beaux, magnifiques. Mais ce que je trouve intéressant dans les escaliers de service, et notamment celui de la maison Hôtel Vibert, c'est la technicité et l'innovation, puisque là on est tout sur une structure métallique, l'escalier de service de la maison Hôtel Vibert, avec une structure qui est très légère. Et je ne crois pas vous avoir mis non, j'ai pas la photo. En fait, il est sur une façade en fait qui est toute vitrée, ce qui fait qu'on a à la fois donc l'allée des maîtres qui va être en vitraux, assez travaillée, richement travaillée en style Renaissance, et pour le coup, tout le contraire, l'escalier de service va être très très sobre, très minimaliste, mais néanmoins qu'avec des parois de verre légèrement opaques, qui lui donne vraiment une modernité, mais surtout qui fait que en fait, l'escalier de service n'est pas du tout masqué, n'est pas du tout déguisé. Au contraire, il est, je trouve, anobli par la luminosité qui est conférée à cet espace. Et donc, on n'a pas vraiment ce côté un peu glauque qu'on peut avoir d'un escalier de service. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, il va avoir un énorme travail dans les parties communes des loges de gardiens. Donc là, vous avez à gauche la loge de concierge de l'immeuble Rouge, donc rue Servian, donc qui est vraiment là, voyons, l'immeuble Rouge, on est dans les années 1880. Donc la loge, c'est vraiment, on voit l'intérieur ici. C'est une toute petite pièce où il y a vraiment un rez-de-chaussée, une mezzanine où il va y avoir la partie pour mettre le lit. Mais c'est assez rudimentaire, donc c'est vraiment des loges qui sont, évidemment aujourd'hui c'est plus des locales vélo, locales poubelles. Ce ne sont pas vraiment des loges qui ont été transformées en logement, puisqu'elles sont quand même assez, je ne vais pas dire insalubres, mais presque quand même, puisqu'elles sont généralement très petites. Elles doivent faire à peine tout cumuler une vingtaine de mètres carrés. Et elles sont souvent en fait très mal éclairées, puisqu'elles ne sont qu'en second jour pour la plupart, notamment celles de l'immeuble Rouge rue Servian, puisque là on est vraiment à l'intérieur de l'allée, et donc la seule vraie lumière qu'avait cette loge en fait, c'était donc sur la partie nuit qui est en haut et qui était éclairée en fait par les verrières notamment zénitales de la montée d'escalier et de l'allée. Donc c'était quand même assez réduit, et pour le coup au fur et à mesure, donc là vous avez là pour le coup une vraie conciergerie de la maison Hôtel Vibert, donc de 1908, où là donc on est sur une taille de vraie petite maison avec un rez-de-chaussée plus un premier étage, et en plus des combles grâce à une toiture qui est plus que généreuse. Et donc là on voit aussi l'évolution finalement aussi en 20 ans de comment aussi on va traiter aussi le personnel. On voit aussi que les commandes ne sont pas les mêmes, hein. On n'est pas sur la commande Boulevard des Belges est évidemment beaucoup plus prestigieuse, mais on voit que
tout ce qui va être lié au service va suivre aussi. On l'a vu avec l'escalier de service, on le voit aussi avec la conciergerie, on le voit aussi, alors là je ne l'ai pas mis avec les chambres de bonne, qui sont des chambres de bonne très généreuses qui se trouvent dans la toiture de la maison hôtel avec des vues sur le parc de la Tête d'Or. Alors même si c'est des vues un peu plus réduites, c'était vraiment aussi le souci d'avoir un personnel qui soit aussi soigné et beaucoup plus à la hauteur aussi du commanditaire. Quelques figures que je vous ai choisies sur notamment le travail des portes. Là aussi, donc, il y a, je vous disais, la théâtralisation. C'est-à-dire que les portes d'entrée vont être beaucoup plus soignées et vont surtout être, pour la plupart chez Rostania, donc en ferronnerie et verre. Donc avec cette volonté de laisser transparaître depuis l'extérieur les décors des allées et des parties communes. Donc vraiment cette théâtralité qui est demandée. Donc vous voyez des portes qui sont richement décorées. Donc là, la première, c'est celle de la maison hôtel Vibert, avec une marquise qui malheureusement a disparu, et en dessous celle de l'allée de l'ensemble des secours. Sur les intérieurs, donc vous pouvez voir là aussi ce que je vous disais, en fait, l'avantage d'avoir des portes en fer forgé et verre, c'est qu'à la fois donc, ça permet de donner ce côté un peu théâtral, mais surtout ça permet là aussi de faire rentrer la lumière dans les allées, ce qui n'est pas forcément le cas des allées avec des portes en bois en chêne massif. Vous avez juste l'imposte qui va laisser paraître un peu de lumière, et notamment ce que je trouvais beau, c'était ce jeu d'ombre de lumière là que j'avais pu capter aux deux Place-Ollier, avec justement les ombres de la ferronnerie qui se dégagent pleinement sur l'allée. Tout le travail qui est fait aussi par rapport, donc je vous disais, au parcours qui est fait au sein de l'immeuble. Vous voyez, on a un travail de ferronnerie sur la porte d'entrée, et après un travail qui va suivre avec les ferronneries des garde-corps de la montée d'escalier. Où là, vous voyez, on est sur ici l'immeuble Duc, donc 1886. Et donc là, 1905 pour l'ensemble des secours. Donc on voit aussi en 20 ans, on commence à aller petit à petit vers un allègement des ornements. Tout le travail qui est fait, donc là aussi encore avec la structure métallique, où on commence avec... en tout cas, Rostania, lui, commence à montrer aussi finalement comment ces immeubles sont faits, donc avec cette volonté de montrer la structure, avec ici donc des consoles de poutrelles de l'ensemble des secours, qui sont pas seulement des consoles lambda, elles sont complètement travaillées, on le voit. Et donc ce vrai travail, vous voyez, qu'on voit aussi à travers les poignées de portes palières et les portes de service. Donc là, pour continuer un petit peu, si vous voulez, sur les matériaux, donc là, on reste dans tout ce qui est métal. Donc là aussi, le travail qui est fait sur les sonnettes dans les parties communes de François Rostania. Et François Rostania, il va aussi énormément travailler tous ces luminaires. Et on a une chance incroyable, c'est que la plupart des immeubles de rapport qui existent toujours et qui n'ont pas été trop malmenés, il y a encore justement ces plafonniers et ces lanternes d'origine, avec un vrai travail, vous voyez. Alors, j'ai pas retrouvé ou très peu de dessins de sa part, mais on retrouve sur la plupart de ses réalisations un vrai suivi en termes d'esthétique. Ça veut dire que là, vous avez l'immeuble Duc en bas à gauche, les lanternes que l'on peut retrouver sur des réalisations à peu près de la même époque. On est sur on va dire le même modèle. Là, vous avez ensuite 15 boulevard des Belges. Donc là, on est 20 ans plus tard, quelque chose qui est un peu plus tarabiscoté, si on peut dire, avec vraiment là le côté très pompeux, comme la façade, qui est d'ailleurs assez chargé de style Renaissance. Et puis petit à petit, vous avez, alors là je vous ai fait par exemple donc là, le cheminement dont je vous parle tout à l'heure, on passe de la porte d'entrée de l'immeuble jusqu'à la porte palière. Là je vous ai fait l'exemple sur l'immeuble Roche, donc qui est sa dernière réalisation de style Art déco, où donc on a le cheminement
fer forgé, avec ici donc la porte d'entrée qui va donc donner sur le boulevard des Belges. Donc on reprend vraiment les codes de l'art déco avec quelque chose qui reste quand même un art déco, qui reste pour le coup encore assez travaillé, qui n'est pas trop géométrique sur cette porte d'entrée. On est vraiment aux prémices. La porte qui est la porte de sas, du deuxième sas, qui va emmener ensuite à l'ascenseur et à la montée d'escalier, qui est magnifique de finesse, hein, qui évidemment qui est toujours existante. Ensuite, on va avoir le travail. Donc, quand on a franchi cette deuxième porte, on arrive donc dans le rez-de-chaussée avec la cage d'ascenseur. Donc là, avec une cage d'ascenseur qui est là aussi énormément travaillée, dans un style art déco. Et puis on continue, donc si vous voulez pas prendre l'ascenseur, vous pouvez monter à pied, et c'est vrai que c'est plutôt agréable, avec notamment donc le travail à la fois donc de la cage d'escalier, avec donc le garde-corps, on le voit, hein, de l'escalier, qui là aussi totalement art déco, un travail qui est fait aussi au niveau des ouvertures, puisqu'on est sur une montée d'escalier qui est très lumineuse, avec donc de grandes ouvertures vitrées, et qui sont protégées par quelques éléments en ferronnerie, notamment le médaillon central. Et puis on arrive au palier où là on retrouve le bois, hein, comme élément noble, avec voilà, là, typiquement la porte palière qui est elle aussi totalement art déco, avec notamment cette exubérance de ces cornes d'abondance, à la fois de fleurs, de fruits, ou même de légumes. Et l'immeuble Roche, en fait, est intéressant pour faire un petit zoom dessus. C'est intéressant parce qu'en fait, après la Première Guerre mondiale, il va y avoir en fait un énorme encadrement sur les loyers, ce qui fait que tout ce qui est immeuble de rapport un peu modeste va avoir du mal à repartir, mais comme il n'y a pas d'encadrement sur les immeubles de rapport, notamment les logements haut de gamme, c'est vrai que l'immeuble Roche va totalement répondre à ces commandes de l'après-Première Guerre mondiale, où on va être sur un immeuble de rapport, mais avec des grands appartements, puisque vous avez dans cet immeuble-là un appartement par étage, comme ça va être souvent le cas dans les immeubles des secours, avec un plan qu'on va voir tout à l'heure, qui est un plan qui, à mon sens, qui est vraiment la quintessence de la distribution de François Rostagna. Voilà. Donc là, vous voyez un autre atelier que je n'avais pas cité, hein, qui est Nicode et Jubin, qui notamment est intervenu sur l'ensemble des secours, donc sur la place Ollier. Donc là, l'intérieur, vous voyez, donc des vitraux qui sont là pour le coup très début de XXe siècle, avec voilà, beaucoup de fleurs, hein, beaucoup de décors champêtres, et là aussi assez abondant. Donc là, tout le travail du verre, hein, je vous ai mis quelques photos, donc le travail du verre par les artisans orchestrés par François Rostagna. Donc là, vous avez les vitraux de la maison Hôtel Vibert. Il va aussi accorder beaucoup d'importance, comme c'était souvent le cas, sur les portes tambours, qui sont ces portes entre la porte d'entrée de l'immeuble, porte palière ou cochère, la porte cochère, pardon, et la partie à escalier, donc ce qu'on appelait les portes tambours, avec des verres qui vont être des verres gravés, qui ont survécu dans certains cas. Malheureusement, des fois, on va perdre un petit peu la cohérence du dessin, puisque le verre va être changé par un verre assez classique, ce qui est un peu dommage. Et donc après, voilà, ça c'était intéressant. C'était pour vous montrer, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la montée d'escalier de service de la maison Hôtel Vibert. Vous voyez, on est sur des véritables parois vitrées qui apportent vraiment de la lumière à cette montée. Et il faut dire surtout qu'à l'époque, donc là, on est sur une œuvre de l'entre-deux-guerres qui se trouve donc la résidence du Lac, hein, et qui, à l'origine, en fait, vous aviez un hôtel particulier. Je me demande s'il n'avait pas été fait par Curny, justement,
qui était vraiment dans un style très Renaissance. Et donc, il faut imaginer que, comme là, on visualise donc la résidence, la copropriété d'à côté. Il faut imaginer les domestiques qui, grâce à cet énorme écran vitré, avaient vu sur l'hôtel particulier néo-Renaissance qui se trouvait juste à côté, avec justement une vue sur le jardin qui était absolument remarquable quand on voit les cartes postales de l'hôtel particulier qui était présent à l'origine, à côté. Donc le verre, après, il va énormément travailler aussi tout ce qu'on appelle le stuc et le staff. Hein. Donc notamment là, le bossage en stuc de l'allée donc de l'immeuble Duc Quai Sarail. Et il va aussi travailler tout ce qui est les marbres artificiels. Donc là, pareil, dans l'immeuble Duc, il va aussi travailler des marbres artificiels dans l'immeuble Rouche, qui est rue Servian. Donc des décors qui sont là aussi assez élégants. Vous voyez le décor donc là en stuc du 13 Quai Sarail. Et donc là, les marbres artificiels que je vous évoquais, donc de la rue Servian, avec notamment, après, vous voyez des caissons qui ont pu être faits. Il va travailler, mais de manière un peu plus modeste, tout ce qui est grès flammé, notamment. Donc là, pour vous montrer d'autres éléments qui sont donc en stuc et staff, donc notamment la montée l'allée de l'immeuble des Secours, donc quai Claude Bernard, que je vous évoquais tout à l'heure, que je vous ai montré en coupe. Donc là, vous voyez le côté assez travaillé et présent, très présent dans les motifs. Hein. On est là pour déballer. Là, les décors que vous avez aussi à la maison Hôtel Vibert, donc avec ces petites têtes de satyre qui sont présents dans la montée d'escalier. Et puis là, on retrouve donc Place Ollier, pareil, des éléments de stuc et de staff qui sont toujours présents, avec là aussi donc les plafonds à caissons. Il aimait beaucoup faire des plafonds à caissons, à la fois dans les parties communes et dans les parties privatives. Après, il va y avoir tout ce qui est décor peint chez François Rostagna, donc des décors peints dans les parties communes qui sont dans la plupart du temps toujours présents. Ces peintures peintes sont toujours présentes. Après, dans les intérieurs, je pense qu'il y a eu pas mal de casses. Mais bon, là, on a encore la joie de voir ça notamment dans les parties communes. Alors là, c'est très intéressant parce que du coup, je vous ai motif que nous avons donc dans la montée d'escalier de l'allée donc qui est quai Claude Bernard. Motif que nous avons donc au 2 Place Ollier, donc qui est l'allée centrale. Et puis ici, ce que nous avons donc au 3 Place Ollier, donc qui est la troisième allée qui donne rue Cavenne. Donc on voit que pour chaque immeuble, il avait donné un peu une thématique florale. Et on sent pour le coup vraiment la touche Art Nouveau, notamment sur le motif de l'allée centrale du 2 Place Ollier avec ce visuel. Après, décor peint aussi donc sur les plafonds, notamment le plafond donc de l'allée du 13 quai Claude Bernard, qui est pour le coup assez sobre mais très élégant. Et puis ça, j'ai envie de dire un peu un classique pour les beaux immeubles fin 19e, début 20e, avec donc l'importance de donner de l'information aussi aux habitants, mais surtout aux visiteurs, avec de l'élégance. Bon, troisième étage, on va dire que ça a quand même un petit peu plus de gueule qu'un troisième lambda qu'on a en PVC sur certains immeubles d'aujourd'hui. Donc là, voilà un décor peint qui, pour le coup, vous voyez, part de l'allée jusqu'au palier. Après, il va beaucoup travailler les sols avec des sols différents, des mosaïques, avec notamment, on en parlait avec Françoise, le fait qu'il y a eu une conférence qui avait été faite sur tout le travail de mosaïstes, notamment de tous ces mosaïstes italiens qui ont pu inonder la scène lyonnaise de leur talent. Et là, on voit ce travail de mosaïque, notamment
au niveau de la maison Hôtel Vibert, au niveau de la rue Servian. Et puis, évidemment, le carrelage, avec notamment les carreaux ciment, un grand classique, qui vont être pour le coup plus présents dans les immeubles de rapport peut-être plus modestes de l'œuvre de François Rostagna, puisque il fallait aussi trouver une rentabilité, et c'est vrai que mais ils sont néanmoins très, très beaux, notamment celui que nous trouvons au 102 cours Albert Thomas, qui est le troisième, là, que j'aime particulièrement. Voilà, il a aussi utilisé donc sur ses dernières œuvres, notamment l'immeuble Roche, pour revenir à lui, qui est sa dernière œuvre. On va commencer à utiliser le dallage avec justement le début des pierres marbrières et notamment du travertin. Donc là, on voit bien justement le dallage ça c'est une planche qui est très précieuse. Voilà, après il va utiliser aussi le dallage avec des marbres aussi prestigieux. Donc ça, vous voyez, Tresque-Sarail, on voit qu'il utilisait déjà le dallage aussi en début de carrière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, ça veut dire que les motifs peuvent changer, mais les techniques restent évidemment les mêmes. Et là, on a un dallage qui est très très beau, un dallage en marbre, à la fois donc dans l'allée et dans les parties privatives, qui est aussi présent. Enfin, le travail du bois, donc, qui est quand même présent dans l'œuvre de François Rostagna, à la fois donc, sur les portes d'allée, on le voit avec la porte d'allée donc, de l'immeuble Duc Tresque-Sarail, ou encore donc, dans l'immeuble qui est rue Servian. On voit que ce sont des portes aussi qui sont sur des commandes, les premières commandes de François Rostagna. Donc on est aussi à une époque où on ne va pas utiliser forcément la ferronnerie et le verre. Ferronnerie et le verre, il va beaucoup plus les utiliser à partir donc, de ses œuvres du début du XXe siècle. Travail des portes de palière, qui est, tout à l'heure je vous ai montré, si vous voulez, un calque. Là vous avez une photo où on voit que finalement la réalité est à la hauteur du calque, avec à la fois donc, le décor peint, à la fois le travail notamment d'ébénisterie qui va être faite sur notamment vraiment le cœur de la porte. Voilà, donc d'autres exemples pour le plaisir des yeux. On voit que ce soit travaillé ou plus sobre, on a aussi une belle qualité de bois. Voilà, donc après le bois va être évidemment présent donc dans les portes-tambours, comme je vous l'ai dit, dans les cabines d'ascenseur et évidemment dans les boîtes aux lettres. Les plafonds, notamment les plafonds à caisson dont je vous parlais. Alors espérons que le dernier s'ouvre facilement. Où là, l'idée, maintenant, c'est de pousser un peu la porte la deuxième porte, la porte palière, et voir finalement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se cache comme distribution au sein donc des appartements. En attendant que ça charge, donc on a vu les différents décors. Donc il faut se dire que les décors des parties communes, évidemment, c'était des décors qui se retrouvaient dans les appartements. Et malheureusement, c'est vrai que pour en connaître un certain nombre, puisque comme ça vous a été dit tout à l'heure, j'ai une activité dans l'immobilier, et des fois c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir certaines choses, mais on a le temps d'y revenir. Juste déjà pour vous parler des distributions donc des appartements. Donc la distribution des appartements, notamment pour l'ensemble des secours, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de versions qui ont été faites. Donc on a un certain nombre de plans, c'est-à-dire que, je vais vous dire, je crois que de mémoire, on doit être à peu près à 3 ou 4 versions, en tout cas qui restent, c'est-à-dire qu'il devait y avoir aussi des versions antérieures, mais sur l'ensemble des secours, on a 4 versions qui sont toujours présentes donc, dans le fond François Rostagna. Et c'est notamment dû au décès, comme je vous disais, de Descours père. C'est-à-dire qu'une des hypothèses que j'ai formulées justement dans le mémoire, c'est que cet ensemble des secours avait pour vocation de doter, parce qu'il a eu beaucoup de filles, le père des secours, et donc c'était de doter aussi les filles à ce moment-là d'appartements. Et donc la veuve de Descours va refaire un certain nombre de versions. Donc notamment ici, vous avez un projet de distribution en 6 appartements. Donc 6 appartements sur le groupe en fait des 3 allées, avec donc
pour le coup des plus petits appartements. Et finalement, la version qui va être retenue, ça va être une version beaucoup plus prestigieuse, où du coup les enfants des secours donc, vont avoir des appartements au sein de ces 3 allées, avec notamment sur les étages nobles, d'avoir un seul appartement sur l'allée quai Claude Bernard, un seul appartement sur l'allée centrale qui va occuper, on va dire, tout ce rectangle. Donc là, le premier rectangle, le deuxième appartement, et ensuite 2 appartements de plus petite taille sur le 3 Place Ollier avec la rue Cavenne. Ce qui est formidable avec ces plans de distribution, c'est que visuellement, on arrive à savoir où sont évidemment les pièces, avec notamment beaucoup de calques qui ont été retrouvés dans le fond sur en fait les plafonds. Ça veut dire qu'il a fait des planches où, en fonction de la pièce, il va faire un plafond différent en termes de décor. Et donc là, on arrive tout de suite à localiser, vous voyez, les salons. Bon, là, on va être sur quelque chose de plus modeste. Mais là, on voit qu'en effet, on est sur des plafonds avec notamment les staffs assez Louis XV, Louis XVI en termes de décor. Là, on est donc sur une distribution qui date à peu près de la même époque, donc qui est sur la maison Hôtel Vibert. Alors la maison Hôtel Vibert, pour vous en dire 2 mots, donc commande, comme je vous ai dit, donc de François Vibert qui va décéder. Donc du coup, c'est son fils Laurent Vibert qui va être énormément connu, surtout pour le côté un peu tragique, puisqu'il va mourir à Loumarin, donc d'un accident de voiture au château. Il avait un château à Loumarin et c'était l'époque, vous savez, dans les années 20, où il y a eu énormément d'accidents de voitures avec notamment de vitesse. Et donc, cet immeuble a été conçu donc, pour être une maison-hôtel. Donc, comme je vous disais, une maison-hôtel, c'est à la fois donc, une distribution d'hôtels particuliers, sauf qu'il faut imaginer l'hôtel particulier non pas à la verticale, mais à l'horizontale. Ça veut dire que l'hôtel particulier, il va occuper en fait tout un appartement. Là, on est sur des appartements qui vont faire 320 mètres carrés. Et donc, la particularité des maisons-hôtels, c'est vu que le commanditaire réside, on va dire, sur le programme, il va falloir que le reste du bâti, même si c'est un immeuble de rapport, il va falloir qu'on soit un peu sur le même statut social. Et donc, à partir de là, la meilleure garantie d'avoir le même statut social dans tout l'immeuble, c'est de faire globalement les mêmes surfaces. Et donc, vous allez avoir au premier, deuxième et troisième étage 3 appartements qui vont faire la même surface, 320 mètres carrés. Pas de problème parce qu'il y aura un ascenseur qui sera prévu donc dès l'origine. Il y aura peut-être un peu des différences de niveau, peut-être un peu de décor, mais globalement, on sera sur le même standing en termes d'immeuble. La seule différence, c'est que pour être un hôtel particulier en tant que tel et être une maison-hôtel, il faut que Laurent Vibert il ait ses accès. Et donc, sur la distribution, ce qui va se passer, c'est que vous avez ici la montée d'escalier qui va desservir donc les 4 appartements, y compris celui de François Vibert et de Laurent Vibert. Mais François Vibert va avoir à la fois un accès côté boulevard des Belges, donc à partir du jardin, par un porche, et à la fois un autre accès qui va se faire par la salle à manger avec la véranda. Donc, il va avoir 3 accès qui lui sont privatifs entièrement, plus évidemment les accès de service. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup de versions, de projets de plans, et on va arriver à la fin à un plan qui est celui qui est pas celui-ci en tant que tel, puisque le porche est l'escalier est un peu moins travaillé, mais on est sur la distribution intérieure, c'est la même, où on va avoir une enfilade de réception entre Boulevard des Belges et le parc de la Tête d'Or, qui va comprendre donc un grand salon, qui fait aux alentours de 50 mètres carrés, une galerie, plus une salle à manger qui fait globalement la même taille. Et donc, qui vont donner entre Boulevard des Belges et le parc de la Tête d'Or, en colonne vertébrale en fait de l'appartement. Et ensuite, vous allez avoir 4 ailes, avec une aile qui va être vraiment l'aile logistique, où on va accueillir tout ce qui est cuisine, une chambre de domestique, la partie office, qui sera donc en correspondance avec la salle à manger.
Ensuite, on va avoir dans une aile tout ce qui va être lié plutôt à tout ce qui est petit salon et bureau. Et puis après, vous allez avoir la grande chambre. Et vous allez avoir 2 chambres qui auront donc leur cabinet de toilette, mais la grande chambre pourra bénéficier de cette salle de bain qui est dans le beau window et donc qui est vraiment travaillée. Sur d'autres étages, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les étages, notamment, alors là je ne vous l'ai pas mis, mais l'étage numéro 3 était destiné à monsieur et madame Catelin, donc c'est-à-dire que sur le plan que Rostania dessine, il y avait déjà le nom du locataire. Donc ça veut dire qu'il avait déjà choisi son voisinage. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voit notamment sur ce plan que les aménagements intérieurs avaient été faits certainement aussi un petit peu en fonction des locataires, puisqu'il y avait la chambre de madame, la chambre de monsieur, la penderie de monsieur, la penderie de madame, et donc il y avait un plan de distribution qui était là aussi propre au mode de vie du locataire. Ce qui est intéressant aussi, et j'accélère un petit peu pour rester dans le temps, c'est l'importance de, moi ce que j'appelle les pièces de commandement. Donc les pièces de commandement, ce sont les vestibules, les halls d'entrée, les couloirs, les dégagements, les galeries. Chose qu'aujourd'hui on a complètement perdu, quasiment perdu dans l'architecture d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on veut plus de hall d'entrée, on veut plus de couloirs, on veut plus de tout ça parce qu'on part du principe que c'est une perte de place. C'est un débat qu'on peut ouvrir, mais c'est des pièces de commandement. Ça veut bien dire son nom, ça veut dire que ces pièces-là vont ensuite ordonner tout l'ensemble de la distribution de l'époque, avec notamment la partie qui va être la partie sociabilité, qui va être liée à ce qu'on appelle globalement les pièces de vie, salon, salle à manger, on va voir. Et après, tout ce qui va être donc les parties intimes, et enfin, ce qu'on peut appeler les coulisses, qui étaient les parties services, y compris la cuisine, qui était pour le coup une pièce de service. Donc là, je vous ai identifié la proportion des pièces de commandement, donc tout ce qui est galerie, dégagement et autres. Donc ça prend, vous voyez, une place en effet assez importante, mais finalement pas tant que ça, dans le sens où là on est quand même sur des appartements Place Ollier qui doivent faire à peu près 270-280 mètres carrés, donc c'est quand même assez bien pensé, avec, vous voyez, une grande galerie qui va faire l'ensemble, et puis après des pièces qui vont à la fois pouvoir s'épanouir côté cour, côté place, avec évidemment des enfilades ensuite qui vont être enfilades de réception, et puis après un peu l'enfilade plutôt de service, où les domestiques pourront aussi passer par les galeries et les couloirs. Ici, vous voyez, typiquement, on voit sur sa dernière œuvre, donc, qui est l'immeuble Roche, donc le plan de distribution que je vous évoquais, où on voit bien donc tout ce qui est dégagement et couloir, et le hall qui a toujours gardé une place très importante dans l'architecture et la distribution de François Rostania. On voit qu'ici, le hall est absolument remarquable. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis, j'espère que je vous l'ai mis sur un autre diapo, le vestibule, le travail qui a été fait sur ce vestibule. On voit d'ailleurs la forme, on voit l'importance que ce hall tient dans cet appartement. Et vous voyez, le principe de réception est ici pleinement visible. Donc là, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouvait dans ces zones de commandement, justement dans ces galeries, on retrouvait justement la mosaïque que je vous ai évoquée, on retrouvait les dallages, on retrouve donc évidemment tout ce qui est, il faut que ça soit aussi des lieux de vie et de lumière, donc notamment là sur l'immeuble Duc, ce sont des galeries qui vont permettre de relier, on a vu tout à l'heure, donc le bâtiment qui va être sur quai, et puis à la fois le bâtiment sur cour. Donc il faut que ça soit aussi des lieux qui soit élégant, parce que notamment là c'est une galerie qui va relier la partie salon à la partie salle à manger qui se trouvait donc sur le bâtiment arrière. Donc il fallait que la galerie elle soit quand même de représentation, en sachant que les galeries comme la maison Hôtel Vibert, c'était des lieux aussi où on recevait, ça veut dire qu'on recevait vraiment sur la globalité de ces lieux de réception. Ah voilà, là vous avez donc un dessin donc sur calque donc du vestibule donc de l'appartement de l'immeuble Roche. Vous voyez le luxe, le raffinement donc de ce vestibule, avec un travail de boiserie qui devait certainement être fait en stylobat, le travail qui est fait au niveau des plafonds, et donc là on voit aussi le travail qu'il accordait, l'importance qu'il accordait aux luminaires
Alors, ce qui est très intéressant, petite parenthèse, c'est que cette copropriété donc, du boulevard des Belges est très investie dans la rénovation donc, de son immeuble de François Rostagna. Et ils ont vécu un drame il y a déjà peut-être 20 ans, c'est qu'en fait, ils se sont réveillés un matin et tous les luminaires avaient été volés dans les parties communes. Et donc, c'est resté pendant des années avec des choses assez moyennes. Et notamment, un des copropriétaires qui était très impliqué, que j'avais rencontré lors de mon mémoire et tout ça, m'a dit Romain, est-ce que vous auriez des éléments sur le fond d'archives qui permettent de retrouver à quoi pouvaient ressembler en fait les luminaires. Et donc, par chance, il y avait notamment ce calque. Il y en avait un autre, peut-être un ou deux autres. Et donc, ils ont pu refaire du coup les luminaires à partir de ces calques. Et ça, c'est assez incroyable. À la fois, ils ont eu l'investissement financier parce que ça représentait pas rien, mais ils ont eu la motivation de le faire. Et j'ai trouvé ça mais vraiment génial parce que on voit que finalement, les fonds, ça sert pas seulement à faire des mémoires ou autre, ça permet aussi de redonner évidemment vie à des éléments. C'est la fonction première, en effet. Et c'est vrai qu'il y a trop peu, je trouve, de copropriétés ou de propriétaires qui pensent justement à faire cette démarche. Donc écoutez, c'était un petit clin d'œil sympa. Ensuite, voilà, je vous ai mis par exemple, là, on voit bien la différence entre porte principale et porte de service. Je passe. Là, on est sur les intérieurs. Donc, là aussi, quelque chose d'hyper important, c'est le travail des portes. C'est-à-dire que Rostagna, comme d'autres architectes contemporains, c'est que telle porte veut dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne veux pas te dire vous avez une porte de toilette ou une porte de chambre, globalement, ça va être la même. À l'époque, là, on voit typiquement les portes qui vont notamment permettre, donc des portes vitrées notamment, qui vont faire la séparation entre la galerie et la salle à manger, par exemple, pour la maison hôtel Vibert, ou ici, la porte qui va faire la séparation entre le salon et la galerie. Donc des portes vitrées qui vont être là aussi plus ou moins travaillées en fonction donc, de l'étage et du programme. Là, je passe un petit peu. Donc là, ensuite, c'est vrai que vous avez un petit zoom. Tout à l'heure, je vous disais sur les salles à manger, les salles à manger se trouvaient donc plutôt côté cour que plutôt côté quai ou côté rue. Tout simplement pour des raisons logistiques où elles étaient en fait à côté des cuisines qui se trouvaient donc côté cour. Donc là, pareil, vous voyez les portes, des portes qui sont aussi travaillées, vous voyez, avec des verres givrés, des verres gravés ou des vitraux. Donc là, typiquement, on sait qu'on va être plutôt sur des pièces, on va donner dans des salles à manger, peut-être même plus que des salons. Alors là, c'est intéressant, je vous ai mis ces deux dessins parce que là, on voit en fait sur le haut donc le salon de l'appartement du premier étage de l'immeuble d'Escours, mais côté quai Claude Bernard, et juste en dessous, celui du 2 Place Ollier. Et on voit que quai Claude Bernard, c'est ce que je vous disais, est un peu mieux traité. Les portes vont être beaucoup plus travaillées que celle du 2 Place Ollier. Alors, elle reste très belle, celle du 2 Place Ollier, mais on voit qu'il y a quand même une différence avec notamment ces portes-là qui vont avoir une courbure et un cintre qui va être en effet beaucoup plus... avec un travail d'ébénisterie certainement beaucoup plus difficile à faire que sur les portes du 2 Place Ollier. Et là, là, je vous ai mis les mêmes, mais au premier étage, mais aux 3 Place Ollier. Et là, on voit qu'on baisse un petit peu. Alors, elles sont toujours très belles, mais on voit quand même petit à petit la hiérarchie. Alors là, pour le coup, que j'avais appelé transversale, pour le coup, sur cet ensemble d'immeubles, où entre le quai et la rue, on voit que la hiérarchie, elle s'est opérée socialement. Voilà, là, pareil, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'enfilade entre le salon. Ce qui est très intéressant sur ce côté hôtel particulier, c'est-à-dire que les invités rentraient par le porche, vous aviez ensuite le salon, la galerie qui vous emmenait ensuite à la salle à manger et la véranda qui était côté parc. Donc là, des mosaïques assez magnifiques. Je sais qu'il y a eu des gros travaux, j'ai un peu peur de ce qui s'est passé, notamment sur des portes entre la véranda et la salle à manger. Voilà, donc là, typiquement aussi, quand on parlait aussi d'innovation, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit notamment tout ce qui est la projection en fait des volets roulants
en fait, du petit salon de l'immeuble Roche. Donc là, pareil, toujours un souci du détail et de l'élégance. Et ces calques aussi qui montrent à quoi ressemblerait, à quoi je pense qu'elle ressemble toujours, peut-être pour certains lots, la cheminée de la salle à manger, donc de l'immeuble Roche, donc la dernière réalisation. Hop. Bon, ça c'est sur les trumeaux, je peux passer. Donc là, vous voyez, on est cheminée, donc 1925 avec l'immeuble Roche. Cheminée de l'immeuble Duc 1886, on voit qu'on est quand même passé d'un stade à un autre. Voilà, donc une des dernières projections. Donc là, je vous disais tout à l'heure sur les plafonds des appartements, où là, on voit aussi un vrai travail qui est fait en fonction donc des pièces. Les différents parquets aussi, avec un vrai travail qui est fait sur les parquets des salons, qui vont être beaucoup plus travaillés que évidemment ceux des chambres. Donc là aussi, on voit que la distribution a une incidence sur le travail des différents matériaux. Et donc là, intéressant, vous voyez ce que aujourd'hui et comment le même salon était présent. Alors là, par contre, ils avaient enlevé les décors, notamment des impostes. Voilà, je passe un peu plus vite sur les différents décors. Donc là, notamment, la cheminée très imposante de l'appartement de François Vibert, de la salle à manger, qui était en style Louis XII. Donc les cheminées avec un code, qui ont un code, en effet, les cheminées blanches et dans les camaïeux de rose vont être beaucoup plus présentes dans les chambres et les salons, alors que les cheminées plutôt marron en couleur foncée vont plutôt être présentes dans les salles à manger. Voilà, là sur les chambres, là, dernier point, peut-être vous parler sur la distribution de la dernière œuvre de François Rostagna, donc qui est l'immeuble Roche, où je vous ai dit donc la porte de service qui se trouvait ici, la porte palière qui se trouve là, le vestibule, et donc après le boulevard des Belges qui se trouve ici, la rue de 16, et donc toute la partie service qui va vraiment être mise côté rue de 16, avec donc la chambre de domestique qui est là, la cuisine, l'office, salle à manger, petit salon, grand salon, bureau, deux chambres qui se partagent, une grande salle de bain plus un cabinet de toilette pour ici.